Non, en fait, je ne vois que les caméramans, les photographes. Je ne vois pas ma femme. Viens prendre, viens. Il vous souviendra qu'il y avait un étudiant qui avait eu 16 sur 20. Il y a 39 ans. C'est dans ce contexte que la Cour constitutionnelle congolaise interprète de manière extensive le texte l'instituant en vue d'empêcher que, dans un État se proclamant de droit, qu'il puisse exister des actes attentatoires aux droits et libertés fondamentaux. Dès lors, elles ne se fondent pas directement sur les dispositions insérées dans le chapitre réservé à la Cour constitutionnelle. Elle tire généralement sa compétence à l'article 1er de la Constitution et à l'article 150 de cette dernière. Mais j'ai aussi 30 ans de ministère et je suis pasteur. Je suis pasteur et j'ai toujours dit, et je le confirme, que ce qui a été le pilier, c'est ce ministère-là qui a sous-tendu la carrière. Au fait, non mais maintenant je parle un peu plus librement, pas devant un jury. Je tiens, je l'ai déjà dit, à rendre grâce à Dieu, parce que vous savez que de tels événements, c'est vrai que c'est un nom qui est cité, mais c'est comme en football quand on parle de ballon d'or. Il n'y a aucun joueur qui peut avoir un ballon d'or sans qu'il y ait l'équipe. Un diplôme de docteur honoris causa couronne tout un parcours, et dans ce parcours-là, il entraîne beaucoup de personnes. Déjà aujourd'hui, votre présence fait en sorte que cet événement puisse avoir les rayonnements qu'il a. Je dis sincèrement merci au PCA de Bel Campus. Je suis de ceux qui pensent toujours et qui veulent rester dans l'anonymat. Pour preuve, il y a les gens de l'église qui sont là, la cité missionnaire Hosanna. Et je le dis devant Dieu, depuis 30 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais accepté que mon image soit sur une affiche d'une convention ou de quoi que ce soit. Parce que je dis toujours que, étant couronné et porté par la grâce de Dieu, le nom qui doit apparaître, c'est le nom de Jésus et pas mon nom. Même dans la carrière que j'ai pu avoir, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes dans cette ville qui passent, qui ne comprenaient pas avant. Je me dis toujours que recevoir un prix, une reconnaissance, c'est bien, mais c'est dangereux aussi. Beaucoup sont passés au bureau, ils ont déposé leur diplôme de mérite, ceci, de cela. Mais ce que je reçois, je leur dis toujours ceci: je recevrai votre prix à condition que ça soit hors image, hors publicité. Cette fois-ci, je dois reconnaître que ce n'était pas l'université technologique Bel Campus qui avait commencé. Il y a une autre université qui avait commencé il y a plusieurs mois pour la même cause. J'ai toujours hésité. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui on parle de 35 ans, mais je suis encore vivant. Je suis encore vivant, ce qui fait que je me suis posé moi-même la question, est-ce que
j'ai pu avoir un impact ne fût-ce que minime sur la marche de la justice dans mon pays. Ce n'est pas moi qui répondra à cela, même pas vous, parce que nous sommes contemporains. Ceux qui vivent dans une même période ont une difficulté, c'est d'avoir un jugement objectif. Il y a toujours des penchants. Et j'ai toujours illustré cela en disant, nous mettons la peinture sur certaines choses selon nos convictions. Mais il y aura un temps où nous ne serons plus là. Ceux qui viendront vont trouver les peintures que nous avions mises sur nos vies, sur nos carrières, déjà décapées. Ceux-là pourront voir si l'œuvre que nous avions pu mener a résisté à l'épreuve de temps. Ma seule prière, c'est de dire, au fait, j'ai été peut-être mis sous la lumière, mais dans ma personne, ma femme se retrouve là, mes enfants qui sont représentés, si venez les petits, venez. Tous les grands ne sont pas là, ils sont en déplacement, mais ceux qui sont là peuvent quand même. Je suis père de 7 enfants. La famille, parce que dans ces 35 ans, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si le cadre familial est biaisé. Il y a ma famille professionnelle. J'ai l'avantage de voir dans la salle ceux avec qui j'ai étudié, ceux avec qui j'ai commencé la magistrature. Et peut-être beaucoup ne le savent pas, j'ai une grande grâce, une grâce particulière. Aujourd'hui, au sommet de la magistrature, je me retrouve avec ceux avec qui j'ai étudié. Ce qui fait que chacun d'eux, à quelque degré que ce soit, a pu faire en sorte que ce qui est célébré aujourd'hui puisse se faire. Je dis merci à tous les collègues avec qui j'ai travaillé, avec qui je suis, tous les magistrats actuels, parce qu'aujourd'hui je suis le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mon action ne pouvait pas aller de l'avant si le bureau n'était pas avec moi. Ce couronnement, c'est aussi, nous avons parlé ici de 10 ans de la Cour constitutionnelle. À maintes occasions, je le dis toujours. L'organe suprême de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le président, c'est la plénière. Ce qui fait qu'un président peut avoir de très belles initiatives, mais si la plénière n'a pas accepté, la plénière c'est la réunion de tous les juges constitutionnels. S'ils n'ont pas accepté, quelles que soient tes initiatives, ça ne passe pas. Le président peut être bourrique, peut être distrait, mais dans la plénière, il peut y avoir un juge qui donne de bonnes initiatives et le président porte ces initiatives-là. Personne ne saura comment ça se passe. C'est pourquoi je dis que ce couronnement de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui est recherché, ça il faut le dire, je n'ai pas honte à le dire, aujourd'hui la Cour constitutionnelle de la RDC est sollicitée non pas seulement en Afrique, mais sur le plan international. C'est aussi grâce à ces vaillants femmes et hommes, juges constitutionnels, à qui je remets toute ma reconnaissance. Et ce sont eux qui ont fait en sorte que nous puissions écrire ne fût-ce qu'une virgule dans l'histoire de notre pays. S'ils peuvent se mettre debout, parce que j'ai parlé de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Merci beaucoup, collègues. Le vœu que j'aimais, c'est que le pays que nous avons puisse être réellement le pays de notre cœur. Une fois, j'avais dit dans une intervention que je ne sais pas pour les autres. Je n'ai que la RDC comme pays. Ce qui fait que je ne peux pas me sentir à l'aise
si je ne peux pas parler de mon pays, dans mon pays et hors mon pays. La prière que je fais est que nous puissions regarder dans la même direction et faire en sorte que nous ne vivions pas pour nos intérêts personnels, mais que nous vivions pour léguer aux générations futures une RDC debout, une RDC fière. Et je termine en rendant hommage à l'artisan actuel de ce que nous sommes en train de célébrer. Au chef de l'État, le magistrat suprême. Pourquoi je lui rends hommage? Je suis aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que je dirige une institution. Si la volonté politique dans ce pays n'était pas clairement définie et affirmée, rien n'allait se faire. Je sais ce que je dis. Nous avons eu beaucoup d'initiatives, même audacieuses. Je peux dire du haut de cette chaire que jamais nous n'avons trouvé d'obstacle. Et c'est pourquoi je rends réellement hommage au chef de l'État. Et je prie qu'il puisse continuer à avoir ce cœur-là d'amour et ce cœur enclin à voir ce pays aller de l'avant. Et que tous nous puissions nous dire, ce pays appartient à Dieu seul la gloire, et que le dessein qu'il a préparé pour la RDC, l'hégémonie de la RDC, puisse se concrétiser. Merci enfin au jury. J'avais commencé par là, je finis par là. À ces éminents professeurs qui ont accepté de se décharger pour honorer cet événement. Nous ne pouvons rien donner, nous ne donnerons rien. Je suis de ceux qui croient qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et d'ailleurs, quand nous posons un acte bon et positif, n'attendons jamais que la personne bénéficiaire puisse nous rendre l'appareil, et là nous avons perdu. Dieu seul sait que par vous, cette université qui nous a honorés soit constamment au devant de Dieu. Qu'elle puisse encore rayonner davantage et davantage. Merci beaucoup. Merci. La parole est accordée. Merci pour la parole. Je remercie le récipiendaire pour cette présentation. Je l'invite, Monsieur Dieudonné Komoleta Badibanka, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, pour nous présenter votre leçon académique portant sur 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection des droits et libertés fondamentaux. Messieurs les récipiendaires, le jury vous accorde 30 minutes pour nous présenter la substance de votre leçon. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury et distingué professeur. Avant toute chose, dans les 30 minutes, vous me permettrez de rendre grâce à Dieu. Celui qui, il y a quelque temps, savait que ce jour sera.
quand personne ne pouvait y penser, mais lui savait déjà que ce décor sera planté. C'est pourquoi je lui rends toutes les actions de grâce et je m'incline au-devant de sa Seigneurie. Cela étant, je reviens sur ce qui nous concerne pour relever un fait aussi avant d'entrer dans mon propos. Dans les présentations qui ont été faites sur ma personne, je ne sais pas si c'est parce qu'on a pris en compte les 35 ans de carrière que l'autre aspect de ma personne n'a pas été pris en compte. Si j'ai fait 35 ans de carrière, mais j'ai aussi 30 ans de ministère. Je suis pasteur. Je suis pasteur et j'ai toujours dit, et je le confirme, que ce qui a été le pilier, c'est ce ministère-là qui a sous-tendu la carrière. On n'a pas fait mention de cela. Je ne sais pas si c'était à dessein ou c'est contraire aux us universitaires, je ne sais pas. Mais moi, je le relève. Troisièmement, je remercie les membres du jury. Ces éminents professeurs qui ont accepté de laisser leur charge pour faire partie de ce jury. Mais j'aimerais m'adresser d'abord au président du jury, que je vais surprendre. Ça fait 39 ans, 39, que je me retrouve encore en face de vous, cher professeur. La première fois, vous n'étiez pas professeur. La première fois, vous étiez un jeune assistant. C'est en 1986. Je suis avec certains collègues qui sont là, en troisième graduat de la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Lors de la première session, le professeur Etana, qui donnait le cours de procédure civile, étant empêché, il vous avait délégué, vous, encore jeune assistant, pour venir faire passer son examen. Et vous aviez fait passer cet examen-là au bâtiment administratif, à l'oral. Il vous souviendra qu'il y avait un étudiant qui avait eu 16 sur 20. Il y a 39 ans. Vous en aviez beaucoup parlé. En 2010, alors que vous étiez ministre de la Justice, lors de la cérémonie de clôture de la session de formation des magistrats de la promotion Tolérance Zéro, j'étais à Lubumbashi, j'étais conseiller à la cour d'appel et par la grâce de Dieu, j'étais parmi les formateurs déjà en ce temps-là. Lors de cette cérémonie-là, je m'étais approché de vous, en présence du secrétaire permanent, le collègue Ouboulou, et du chargé de la carrière, l'actuel secrétaire permanent Ndouba, pour vous rappeler ces faits-là de 86. Sans me présenter, vous avez dit oui, oui, il y avait un étudiant, je le cherche, je lui dis non, non, Excellence, vous n'allez pas le chercher parce qu'il est devant vous, c'est moi. Et celui qui s'était présenté, c'est celui qui est là, devant vous, que le Seigneur a porté jusqu'au niveau de la plus haute cour de notre pays. C'était une incise que nous refermons très rapidement et nous passons à ce qui est essentiel. Comme vous l'avez dit, nous allons parler de 10 ans de la Cour constitutionnelle, bilan en matière de protection de droits et libertés fondamentaux. Nous savons tous ce que faire un bilan après 10 ans d'activité de justice constitutionnelle en matière de droits et libertés fondamentaux, c'est s'interroger sur les résultats globaux de l'Office du juge constitutionnel congolais en cette matière. C'est également s'interroger sur l'apport de la jurisprudence constitutionnelle congolaise dans la protection des droits de l'homme en contentieux constitutionnel africain. C'est cela le bilan que nous sommes appelés à dresser
adressée au cours de la présente cérémonie, laquelle constitue une occasion mieux, une opportunité à saisir pour évaluer les chemins parcourus et, partant, se projeter en connaissance de cause dans l'avenir. En effet, il est sans conteste vrai que le contrôle de constitutionnalité de loi est la compétence la plus importante de l'activité juridictionnelle de Cour constitutionnelle africaine. Il est aussi vrai que de nos jours, le contentieux constitutionnel des libertés a pris une proportion beaucoup plus évidente que ceux des institutions et des normes. Cet objet du droit constitutionnel est devenu l'objet phare de la triptyque dimensionnelle de cette discipline fondatrice du droit public, l'état de droit, au point que cette discipline, dans sa dimension institutionnelle et celle normative, quoique fondamentale, se retrouve contrainte d'évoluer sous l'ombre ou sous la colonisation du droit constitutionnel des libertés. C'est ce que certains auteurs soutiennent lorsque, se référant notamment au droit français, ils disent que la justice constitutionnelle n'a été véritablement reconnue en France qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel est devenu protecteur de droits fondamentaux, tellement est fort le sentiment selon lequel la justice constitutionnelle s'identifie aux libertés. Lié au principe de la dignité humaine, reconnu de manière croissante dans les textes des constitutions comme étant la valeur suprême de l'État et de la société, les libertés individuelles deviennent les principes directeurs. L'article 1er fait de notre pays un État de droit et l'article 150 fait du pouvoir judiciaire dont elle fait partie garant des libertés individuelles. Sur fond de ces dispositions, elle organise un raisonnement déductivement conséquentialiste, en ce que l'on proclame la République démocratique du Congo comme un État de droit. Qu'est-ce que cela peut impliquer? Est-il possible d'avoir dans un État de droit des droits fondamentaux impunément violés? Est-il possible d'avoir des actes juridiques causant grief, mais qui échappent à tout juge? Si la réponse est négative, en relation avec la compétence dévolue au pouvoir judiciaire de garantir les droits fondamentaux, le juge se permet alors, sur fond de l'idéal de l'état du droit et de sa fonction de garante de droits et libertés consacrés, de se déclarer compétente à l'égard des actes politiques des assemblées parlementaires notamment. Une telle technique, motivée par le souci de protéger la démocratie et l'état de droit, ou globalement les valeurs démocratiques, sociales, voire humaines, inscrites dans la Constitution, s'inscrit dans une démarche recourant à l'interprétation par objectif fondé sur les valeurs. La connaissance de ces valeurs et croyances qui fondent le système juridique influe sur la vision interprétative de du texte constitutionnel. C'est pourquoi dans l'arrêt Air-Const 1800, la Cour a reconnu que dans tous les systèmes juridiques, les constitutions ont toujours porté en elles des valeurs et des idéaux sur lesquels le juge constitutionnel, comme un gendarme, est appelé à veiller. Et telle que conçue, la Constitution du 18 février 2006 ne permet à aucun pouvoir organisé par elle de porter atteinte ni aux droits fondamentaux, ni à l'équilibre du système démocratique ou à l'équilibre de pouvoir, ni à l'état de droit, sinon son écriture même ne serait qu'une farce absurde et qu'elle serait vide de sens et d'essence. Si, conformément à la Constitution, il n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions ou de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences, il est évident que le constituant n'a pas entendu laisser libre champ aux organes juridictionnels
de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne telles que garanties par la Constitution de la République démocratique du Congo. De ces valeurs figurent en primeur les droits et libertés fondamentaux de la personne. La nécessité de leur protection a abouti aujourd'hui à une jurisprudence constante dans laquelle le juge constitutionnel se déclare compétent, non sur un point de vue formel, mais plutôt matériel ou substantiel, de connaître de tout acte juridique échappant à tout juge et pour lequel il y a une protection, il y a une prétention de violation d'un droit fondamental. C'est dans ce sens que la Cour est arrivée à intégrer le contrôle des décisions de justice dans sa juridiction, en s'inspirant notamment de ses décisions sur les actes d'assemblée, de la théorie de contrôle universel de constitutionnalité, de son pouvoir de régulation ainsi que de sa crainte de créer un vide juridique. Avec l'arrêt rendu sous R. Const 1800, le 22 juillet 2022, l'ouverture de sa saisine à ce type d'acte a été réalisée. La Cour a jugé que l'immunité qui couvre les décisions de justice saute devant le juge constitutionnel lorsque ces décisions sont attentatoires à l'état de droit, aux droits de l'homme, au principe de la démocratie pluraliste et à toutes les autres valeurs supérieures consacrées par la Constitution. Depuis lors, d'autres procédures ont été ouvertes devant la Cour contre la décision du Conseil d'État, voire notamment le R. Const 1882 du 22 mars 2023 et de la Cour de cassation, voire le R. Const 1933/1941 du 12 mai 2033, dans lesquels elle a affirmé cette position. Point 2. Le développement progressif de certains droits fondamentaux. Durant cette décennie, la Cour a connu de nombreux recours des justiciables contre les décisions des assemblées politiques délibérantes. La plupart de ces recours concernent soit le droit de la défense, soit le droit à l'égale protection de loi. Nous allons à titre d'illustration présenter la perception de la Cour relativement au droit de la défense. Petit 1, le droit de la défense. Dans une espèce en 2017, la Cour est saisie par un gouverneur qui a été renversé à la suite d'une motion de défiance pendant qu'il se trouvait en dehors de la province au moment où la motion en question a été adoptée. Son déplacement était justifié car opéré en toute régularité du fait qu'il était appelé à répondre à des obligations étatiques à Kinshasa concomitamment à la notification de la motion initiée contre lui. Dans son argumentaire, la Cour a souligné qu'après avoir notifié l'existence d'une motion contre le gouverneur, l'Assemblée provinciale devait inviter le gouverneur à venir présenter ses moyens de défense à la plénière, au cours de laquelle cette motion a été débattue. Ne l'ayant pas fait, et aussi du fait de ne pas préciser ni l'heure, ni les lieux où serait débattue cette motion, la Cour a jugé que la simple notification de l'existence de la motion à l'intéressé ne pourrait valoir invitation, vu son caractère général et imprécis. Ainsi, la Cour a conclu à la violation du droit de la défense. Dans une autre espèce, en 2025, la Cour est saisie par un vice-gouverneur déchu qui, invité pour répondre à une interpellation, verra celle-ci être transformée le jour de la plénière en motion de défiance, laquelle a été adoptée le même jour. La Cour a jugé que, même si le requérant avait pris la parole pour se défendre contre les griefs portés contre lui, le fait simplement qu'il n'ait préalablement pas été informé que la procédure enclenchée contre lui aboutirait à une déchéance constitue une violation du droit de la défense. Pour la Cour, le respect du droit de la défense implique que la personne mise en cause ne puisse être sanctionnée sans qu'elle ne soit mise au courant que la procédure initiée contre elle aboutirait à une sanction. Cette vue du droit de la défense
constitue une des avancées majeures de la Cour constitutionnelle dans la protection des droits fondamentaux des citoyens. Ainsi, dans la même espèce, la Cour a jugé qu'en vertu du respect de son droit de la défense, l'interpellé, c'est-à-dire le vice-gouverneur déchu, devait, au moment où son interpellation a été transformée en motion de censure, bénéficier d'un délai raisonnable pour préparer sa défense. Pour la Cour, le temps nécessaire à accorder à la personne accusée entre l'information des greffes à sa charge et le jour de sa réplique constitue une composante indispensable du droit de la défense. En effet, au-delà de l'information sur les greffes, la personne sur laquelle pèse un risque de sanction doit disposer d'un temps et des facilités pour préparer utilement ses moyens de défense. Grand point 3. La primauté du principe de dignité humaine. Aujourd'hui, il n'est plus possible de parler du droit constitutionnel sans les juges constitutionnels, ni du juge constitutionnel sans la préoccupante question de la dignité des personnes et donc des droits fondamentaux. Dans une espèce presque récente, la Cour constitutionnelle a été saisie par voie de questions préjudicielles au travers d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée en pleine audience contre l'article 566 de la loi portant Code de la famille pour violation de l'article 20 de la Constitution. Pour les requérants, les débats en matière du divorce devaient se conformer à l'article 20 de la Constitution et non à l'article 566 du Code de la famille. Pour votre gouverne, l'article 566 du Code de la famille prévoit qu'en matière de divorce, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais délibérée à huis clos. Alors que l'article 20 de la Constitution dispose que les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs. La Cour était donc devant une disposition législative datant de 1987 qui consacre le huis clos lors des débats en matière de divorce et une disposition constitutionnelle de 2006 qui pose le principe de la publicité des audiences. Dans l'espèce, nous avons reconnu tout d'abord que le principe de la publicité des audiences vise à protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, participant de ce fait à la bonne administration de la justice et à la garantie d'un procès équitable. Ensuite, nous relevons que ce principe de la publicité d'audience n'évoluait pas en vase clos, car pouvant subir des inflexions dans certaines conditions, notamment lorsque la publicité nuirait aux intérêts de la justice ou lorsque les circonstances particulières au droit, au respect de la vie privée, consacrées à l'article 31 de la Constitution, l'exigent. C'est dans ce sens que la Cour est arrivée à juger que l'article 566 du Code de la famille, qui prévoyait les huis clos en matière de divorce, ne s'écartait pas de l'article 20 de la Constitution qui consacre la publicité d'audience, mais participait au contraire à l'équilibre entre les droits fondamentaux en faisant prévaloir en cette matière de divorce le droit au respect de la vie privée par rapport à la règle de la publicité des audiences. Dans sa motivation, la Cour a justifié cette position en soutenant que, par le fait qu'en droit congolais, le divorce d'un mariage est une mesure exceptionnelle et salutaire, décider du huis clos serait la bonne décision en ce qui le permet que, pour des questions aussi personnelles et délicates, intimement liées à la vie privée entre deux personnes mariées, la publicité serait dangereuse dans la mesure où les raisons qui fondent généralement le divorce sont d'ordre intime et ne peuvent pas être exposées à la lumière du public. Il ressort de tout ce qui précède que c'est en réalité au nom de la dignité humaine, particulièrement de la dignité de deux personnes mariées qui sont en procédure de divorce,
que le droit au respect de la vie privée, prévu à l'article 34 de la Constitution, devait primer les principes de la publicité des audiences consacrés à l'article 20 de la Constitution. En conclusion, 10 ans après sa mise en place, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est progressivement imposée comme un véritable rempart de la protection de droits et libertés fondamentaux, en élargissant de manière prétorienne l'étendue de ses compétences, en consacrant des principes essentiels tels que le droit à la défense, l'égalité devant la loi ou encore la protection de la vie privée. La Cour a su affirmer sa mission de gardienne des valeurs constitutionnelles. Sa jurisprudence, souvent audacieuse, démontre un engagement affirmé en faveur de l'état de droit, non comme simple principe formel, mais comme exigence concrète de justice, de respect de la dignité humaine et de consolidation démocratique. Ce dynamisme interprétatif qui place la personne humaine au centre, au cœur du droit constitutionnel, mérite d'être salué et encouragé. Cependant, ce bilan, aussi encourageant soit-il, invite à une vigilance constante. Les droits fondamentaux ne sont jamais définitivement acquis et leur protection exige non seulement des juges courageux et indépendants, mais aussi des citoyens conscients et des institutions responsables. C'est à ce prix que la justice constitutionnelle continuera d'être un véritable instrument du progrès, de paix et de liberté dans notre société. Je vous remercie. Le jury remercie le récipiendaire pour sa présentation. Je demande à Monsieur le recteur d'autoriser le jury à se retirer pour délibérer. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.